Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion. Léla, le 8 mars, tout le monde sait que c'est la journée internationale de la femme. On n'est pas le 8 mars, mais on va quand même parler de la femme. On a deux femmes sur ce plateau. On va voir leur vision de la femme dans la société, dans la politique et dans la prise de décision. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Anne-Marie Papy, donc conseillère municipale et conseillère communautaire à Saint-Pierre pour conseillère municipale et à Civis pour conseillère communautaire, entre autres. D'autres fonctions ? Engagement dans des associations auprès des personnes handicapées et correspondante de l'inclusion en marche. D'accord. Et face à elle, une femme politique. Bonsoir Aline Murin. Bonsoir. Alors, femme politique engagée, elle a créé la Famille Solidaire. D'autres fonctions, on va rappeler quand même que vous êtes conseillère régionale et que vous avez été également conseillère municipale à Sainte-Suzanne. Effectivement. Je crois. Là, alors, une question qui est simple. Quand on dit il faut une journée internationale de la femme, ça veut dire que la femme a encore des échelons à gravir. Effectivement. Ce serait bien que l'année prochaine, le 8 mars 2022, qu'il n'y ait plus de journée des droits de la femme. Mais à mon avis, on n'en est pas encore arrivé à là. Parce que s'il faut une journée pour dire que la femme est là, que la femme doit effectivement être présente dans tous les domaines de la manifestation d'une société, il est dommage encore qu'aujourd'hui, qu'on parle de cette journée du 8 mars pour faire savoir que les femmes ont des droits, pour faire savoir que nous sommes aussi des êtres humains, pour faire savoir que nous sommes toujours violentés, pour faire savoir qu'il y a des femmes qui subissent encore l'excision, il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont encore maltraitées. Et je pense que cette journée, elle ne doit même plus exister aujourd'hui. Mais le problème, c'est que l'égalité n'est pas totalement acquise, qu'il y a encore du chemin à faire. Attention, il y a des choses qui ont été faites, mais si tu me poses la question, moi je dirais que la femme, elle doit continuer, peut-être un peu plus que les hommes, à s'affirmer, à s'engager davantage, et notamment dans le domaine politique. Et justement là-dessus, Anne-Marie Papy, c'est la politique, c'est un milieu d'hommes, toujours. Moi, je pense que la politique, malheureusement, reste encore une affaire d'hommes. Et que les femmes, pour trouver leur place, il faut vraiment se battre. Il faut vraiment travailler doublement. Et que aujourd'hui, il y a des femmes à La Réunion qui se sont levées, qui ont pris le pouvoir dans les communes. Et d'ailleurs, je les salue et je leur dis bravo. Et aujourd'hui, ces hommes politiques doivent absolument et nécessairement faire des places pour des femmes engagées qui ont des choses à porter. Ça vous fait quoi de voir que finalement les femmes ont mené des combats au niveau international ? Les femmes russes, par exemple, sont levées pour l'évolution de la société, pour la fin de la guerre, pour la paix, et que malgré tout, on sent ces réticences, on sent qu'il y a des hommes, ne serait-ce que, rappelez-vous, quand on a voté, quand Simone Veil a fait voter cette loi sur l'avortement, ce sont les voix de la gauche qui ont permis, et je le rappelle, ce sont les voix de la gauche qui ont permis à la loi de passer. Ce ne sont pas les hommes de droite qui l'ont voté, mais encore une fois, c'est un parti progressiste. Que ce soit à droite ou à gauche, quand on regarde ces 30 dernières années, les hommes ont trusté les postes de pouvoir et la femme s'est contentée souvent d'un petit morceau. Je vais pas aller sur ce terrain-là. Un petit morceau, un petit bout de comédie en créole. Non, je pense que le chemin est long. Rappelons quand même qu'en France, la femme a droit de voter seulement en 1945. Cette loi de Simone Veil qui date de 1973 démontre également la difficulté d'avoir ce que moi j'appelle cette émancipation féminine. Il est quand même intéressant de s'intéresser que dans l'histoire, si on reste dans l'histoire de la France, lorsqu'il y a eu des crises, on a eu besoin des femmes.
Rappelons-le, la Première Guerre mondiale, la femme porte le pantalon. Rappelons également, dans la Deuxième Guerre mondiale, on a besoin des femmes. Et là, aujourd'hui, dans cette crise sanitaire que nous traversons, qui était présent dans les magasins? Qui s'est beaucoup plus manifesté dans le milieu hospitalier? Donc, manifestement, moi, je ne vais pas dire qu'il y a un trust des femmes, des hommes. Je veux dire, aujourd'hui, le constat est là. C'est une évidence. La société en général a besoin, dans les différentes directions, gouvernance, d'être un peu maternisée. Il faut mettre un peu de maternité dans la gouvernance, et en l'occurrence dans le monde politique aujourd'hui, puisque la parité a été votée, il faut aussi aujourd'hui, et les femmes prennent le pouvoir. Je vous signale que son nom m'échappe, tu m'excuseras, vous m'excuserez. À l'OMC, nous avons une femme africaine. Oui, c'est une Nigériane. Une Nigérienne qui occupe un poste très important. Donc il y a aujourd'hui manifestement cette volonté d'avoir la femme qui grimpe au fur et à mesure les escaliers. C'est une femme qui est aux États-Unis, qui tient ce qui est un peu la banque centrale. Puisqu'on parle de banque centrale en Europe, c'est bien Christine Lagarde, je crois, qui est à la banque centrale européenne. La femme s'émancipe, mais c'est souvent à force, je veux dire, au forceps. Et on laisse peu on laisse. Soit l'homme a peur de la femme et redoute qu'elle prenne le pouvoir, soit l'homme est trop faible justement pour concurrencer la femme. Vous êtes toutes les deux dans un milieu politique avec des hommes comme patrons politiques. Alors, selon vous, ces hommes vous craignent, vous respectent ou essaye de ménager le chou et la chèvre, de vous mettre un petit peu en avant comme un pot de fleurs pour dire « Regardez, il y a des femmes », et en même temps qui essayent de garder le pouvoir? Je vais laisser Anne-Marie d'abord répondre. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette question. C'est intéressant. Je vais revenir un petit peu au début de ce que tu disais, Gismi, c'est-à-dire les progressistes ont permis à faire avancer les femmes. Et aujourd'hui, nous vivons dans un contexte politique où toutes les forces progressistes devront se mettre ensemble pour justement occuper, faire avancer et promouvoir la femme. Et on va réussir à condition qu'on a des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui progressent dans leur tête, qui font œuvre d'ouverture pour enfin donner à ces femmes réunionnaises et femmes en général la place qu'elles méritent. Et c'est vrai que les femmes osent plus aujourd'hui, elles vont de l'avant, elles ont envie de faire entendre leur voix, d'être présentes dans les débats publics et politiques, elles ont envie d'apporter leur vision. Et c'est vrai que, comme tu le disais, c'est pas facile quand on est dans Au conseil municipal de Saint-Pierre, oui. Anne-Marie Papy peut facilement en faire entendre sa voix. À la Civis, elle peut aussi faire entendre sa voix. On l'écoute, on l'entend. En fait, dans un conseil municipal, nous bâtissons un projet, nous exécutons un programme qui a été défini par le maire. Et dans nos domaines de délégation respectives, nous avons plus ou moins la possibilité de faire avancer notre vision dans notre domaine de délégation, mais d'une façon générale, on peut aussi être là où on a besoin de nous, parce que moi j'estime qu'une femme n'est pas élue dans une délégation, mais elle est élue sur un territoire, elle est élue pour la population et pour tout le monde. Et j'estime aussi qu'aujourd'hui, on n'est pas élu d'un parti. On est élu, on s'engage. Un élu du peuple. Voilà, on est un élu du peuple, on est une élue qui est au service. Moi, je parle pour moi parce que je suis élue, je suis une femme. On est une élue qui est au service du peuple. Et je ne m'arrête pas uniquement à mon domaine de délégation. Je vais au-delà. Maintenant, moi, j'estimais que dans ma mairie, avec Michel Fontaine, nous travaillons. Nous travaillons. C'est quelqu'un qui accompagne beaucoup les femmes, qui ont mis les femmes en avant dans son conseil municipal et qui, aujourd'hui,
a fait quand même l'ouverture dans son conseil municipal et qui écoute beaucoup l'opposition. Et donc, on peut co-construire ensemble. À la Civis, c'est autre chose. À la Civis, nous avons des communes avec des différentes sensibilités politiques. On a des maires de gauche, on a des maires du centre, on a des maires de droite et des maires progressistes. Et on apprend déjà à travailler avec ces personnes-là. Donc, on s'écoute, mais c'est vrai que la femme, elle n'a pas plus de moyens et plus de poids qu'un homme qui arrive et qui dit « Bon, moi, pour ma commune, je veux ça, je veux ça ». Donc nous, heureusement que le président, c'est aussi le maire de la Civis, donc il va peser, mais c'est pas facile pour les femmes. Et j'aspire à ce que ça change. On dit toujours que les hommes qui réussissent, ils ont toujours une femme derrière eux. Et j'espère que ça s'inverse. Moi, j'œuvre pour ça. Qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont devant et qu'il y ait des hommes derrière. Derrière chaque femme, derrière chaque homme, il y a une femme. Derrière. Et justement, Aline Murin, la question se pose toujours derrière Didier Robert, il y a Aline Murin ? C'est une vaste question. Je vais dire d'abord, il est important, et je crois qu'Anne-Marie l'a souligné, lorsqu'on obtient une délégation, ça veut dire que quelque part, on nous a donné la possibilité de gérer des dossiers. Par ricochet, ça veut dire que nous avons non seulement la compétence, mais qu'on a aussi, qu'on nous donne les moyens de le faire. Et qu'il y ait un échange. De travailler, comme on dit, dans une intelligence collective et dans une gouvernance partagée. Je vais redire ce qu'a dit Anne-Marie tout à l'heure. Moi, j'ai toujours travaillé pour le peuple, avec le peuple. Et par ricochet, tout le monde sait que je suis conseillère régionale déléguée à la culture. Pour moi, la culture, c'est important. C'est l'âme d'un peuple. Surtout ici à La Réunion, quand on parle d'identité culturelle, on parle d'une histoire riche, mais surtout d'une histoire qui est encore portée par des stigmates en lien avec notre histoire douloureuse. Et très souvent, il y a eu des moments où nous n'avions pas pu, et je le regrette amèrement, et je dirais même, c'est dommage, que parfois cette délégation n'a pas été écoutée. Je ne suis pas là pour dire c'est un tel ou un tel. C'est qui a expliqué ces divergences. C'est pas des divergences pour dire non à l'autorité, mais des divergences pour dire oui à la population, oui aux attentes culturelles. Moi, je vais faire allusion, les gens ne le savent pas. Et je remercie tous les militants, je remercie toutes les personnes qui ont accompagné la réussite de la non-destruction de ce patrimoine qui était en péril. Je veux parler de l'ex-prison d'Audu. Je crois que les Réunionnais sont en droit de savoir aujourd'hui ce qui s'est passé. Lorsque je suis partie voir l'autorité pour parler justement de ce patrimoine dans lequel il y a un grand pan de notre histoire, j'ai eu droit comme réponse « Mais c'est une blague, on ne va pas sauver ce patrimoine ». Mon envie de dire en créole l'a fait mal à moi. Parce que ça, c'est nous. Il y a tellement eu hier de patrimoines qui ont disparu. On ne va pas chercher les raisons pour lesquelles, lorsqu'on a la possibilité de sauver un élément de notre patrimoine qui nous permet de savoir ce qui s'est passé hier, et puis surtout, j'ai été l'élève de Sudel Fuma, ça me prenait les tripes. Et j'ai été très déçue d'entendre que l'autorité me disait que c'était une blague. Donc, elle a pris mon bâton de pèlerin et je suis partie rencontrer des acteurs culturels. Et en l'occurrence, j'ai dû frapper à la porte. Et là, je suis d'accord avec toi, Anne-Marie. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler pour un rassemblement d'idées. Et j'ai frappé à la porte de la mairie de Saint-Denis, avec qui j'ai échangé pendant plusieurs heures. Et je salue également l'écoute de la DAC, de la Direction des Affaires culturelles, et par ricochet du gouvernement, qui a eu une oreille très attentive et qui nous a permis, entre autres, de valider ce projet et de ne pas détruire. Même chose, rappelez-vous, à un moment donné,
je suis pas là pour aller contre, faut travailler pour. Il est important aujourd'hui que les hommes, et peut-être la femme, nous avons peut-être une écoute, j'en sais rien, un peu plus ouverte. Il est important, lorsqu'on est au pouvoir, de toujours, et d'ailleurs les citoyens n'ont plus confiance, parce qu'ils disent oui, mais après il fait pas. Donc il est important de respecter ceux qui nous ont mis au pouvoir. Je fais allusion pareil aux associations culturelles. Rappelez-vous, on a manifesté. Il est inadmissible dans une société comme la nôtre, réunionnaise, où les associations ont un rôle important, de baisser le budget des associations. Et je peux vous dire que j'ai dû m'arracher mon cheveu Catherine pour pouvoir faire comprendre à l'autorité qu'il fallait pas baisser le budget des associations. Donc, je suis pas là, ça sert à rien de dénigrer. Ce qui est l'important, et peut-être que nous les femmes, j'en sais rien, le fait qu'on a cette force, qu'on soit maman, ou je regrette qu'on soit dommage, enfin, je veux dire, il y en a qui sont pas mamans, mais elles ont quand même cette force. Mais moi, mon combat, c'est le combat du peuple avec le peuple. Et surtout, faire entendre à l'autorité qu'il faut écouter. Et j'espère en tout cas, nous avons plein de candidates, nous avons des candidates féminines aujourd'hui à la région. J'espère en tout cas, je leur souhaite bon courage, ces candidates. Et j'espère que surtout, ce que je leur demande, c'est de travailler comme ça, avec les élus, mais aussi avec la population. Parce que la population n'a plus confiance en nous aujourd'hui. Mais justement, puisque on parle de population, on parle de femmes, aujourd'hui, comment est-ce que la vision politique de la femme est la même que celle d'un homme? Est-ce que vous pensez que votre vision à vous correspond à vous, aux hommes avec qui vous travaillez? Je pense que ces hommes-là comprennent nos sensibilités politiques, comprennent que nous, on est des femmes et qu'on a le cœur avant tout. Et qu'on va gérer les choses affectivement. Parce qu'on est sur un territoire, on connaît les personnes, on connaît les familles, on connaît leur situation. Donc on va le faire. Ça, on nous laisse faire, sans problème. Mais quand il s'agit de prendre des décisions pour porter un projet structurel, pour décider si oui ou non on va dans ce sens-là, on se rend compte que le pouvoir rend les hommes politiques solitaires et que aujourd'hui il faut essayer de comprendre entre les lignes et avoir un peu d'expérience pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Mais après, c'est pas forcément prendre le pouvoir dans la main des hommes, c'est prendre notre place là où on doit être. C'est ça le combat. C'est dire aux hommes que la femme est capable aussi de prendre des décisions. La femme, elle est capable d'avoir une vision. La femme, elle est capable de porter des projets. La femme, aujourd'hui, elle n'est plus cantonnée à la maison en train de faire de la vaisselle. Il faut arrêter de nous dire ça. Au contraire, la femme, aujourd'hui, elle s'émancipe au fur et à mesure. Il y a une histoire autour de ça. Si on regarde l'évolution du monde et si on regarde l'utilisation de la religion, comment la religion a été utilisée pour justement tout à fait éliminer les femmes pour qu'elles soient le moins possible dans les centres de décision, les centres de pouvoir. Est-ce que quelque part l'homme n'a pas montré sa faiblesse, sa peur de la femme, justement en créant cette situation-là? Et est-ce que cette peur-là, elle n'est pas toujours aussi forte et que l'homme a vraiment peur d'être confronté à la femme? Je dirais pas la peur. Je dirais surtout, Anne-Marie l'a dit, moi j'ai envie de prendre une expression, nous l'est pas plus, nous l'est pas moins. Nous sommes capables. Nous avons effectivement, peut-être l'homme a une façon de faire de la politique peut-être avec moins d'empathie, peut-être avec moins de cœur, peut-être avec moins d'observation, peut-être avec moins d'amour. Aujourd'hui, et moins d'écoute. Aujourd'hui, la population a besoin d'entendre ça. Surtout avec la crise, qui nous a montré quoi? Nous a montré qu'il faut qu'on soit plus solidaire. Il nous a montré qu'il faut mettre l'humain au centre. Il nous a montré que on a besoin d'entendre qu'on s'occupe des autres. Regardez la protection. On a besoin de protection.
je sais pas, peut-être que l'homme a peut-être perdu et que qu'est-ce qu'un homme attend d'une femme? De la tendresse, de l'amour, de l'écoute. Quelque chose que lui, il a par ricochet, il est fort. Il a besoin de cette protection féminine. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le pouvoir a besoin de retrouver ses valeurs. Le pouvoir a besoin justement d'être pris en main par des femmes qui sont capables d'être fermes, d'être aussi des femmes qui sont autoritaires, mais une autorité bienveillante. Et surtout travailler dans l'honnêteté, avec une certaine morale, avec une certaine éthique. Moi, je reviens sur... les gens me connaissent, avec un peu de passion aussi, mais une passion dans la raison. Et ce qui manque aujourd'hui dans cette gouvernance masculine, où très souvent, on l'entend, moi je suis une femme de terrain, combien de campagnes je fais pour les hommes? Même eux nous ont dit, inquiète pas, voilà, etc. Et ensuite, hop, on nous tourne le dos et on donne au pouvoir cette apparence qui n'est pas justement cela. Le pouvoir est magnifique. Le pouvoir, c'est comme ce berger qui va prendre en main tous ses moutons et leur apporter un bien-être. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, la femme, c'est l'ère de la femme. La femme a compris. Elle est aussi intelligente. Elle fait aussi ses études. C'est une maman. Mais elle est capable, aux côtés des hommes, de diriger. Peut-être avec un petit peu plus de force féminine. On en a besoin. Pas virile et masculine, mais féminine. Alors, il va nous rester 2 minutes. Alors, je vais vous poser une question et chacun aura droit à 1 minute. Demain, est-ce que la femme peut prendre le pouvoir, soit partager le pouvoir, soit gouverner seule? Qu'est-ce que vous préconisez? Écoutez, une femme, elle est capable d'avoir plusieurs cœurs. Elle est capable, comme les hommes, ou peut-être un petit peu plus les femmes, de faire plusieurs choses. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, elle peut prendre le pouvoir et qu'elle va partager avec tout le monde et avec les hommes. Tu l'as dit tout à l'heure, derrière tout homme, il y a une femme, et derrière toute femme, il y a des hommes. Donc, travailler dans la complémentarité, dans une gouvernance partagée, avec une intelligence collective et remplie de parfums féminins. Anne-Marie? Oui, alors moi je dirais comme Aline vient de dire, c'est-à-dire travailler dans la complémentarité. Après nous avons des femmes qui n'osent pas, qui ont peur. Il faut leur dire osez, allez-y, montrez-vous, montrez vos talents, parce que on est à la recherche à la Réunion de talents. À la Réunion, les femmes réunionnaises, elles sont identifiées politiquement par qui? Par les hommes? Nous avons des hommes et nous avons quelques femmes qui sont au pouvoir depuis combien d'années? Et dès qu'on parle d'une femme de gauche ou d'une femme de droite, on est tout de suite catalogué et on a une personne dans chaque camp qui représente ces pouvoirs-là. Donc il faut changer, il faut que nous on arrive à être complémentaires, à travailler ensemble et à être des femmes debout. Et au-delà des clivages. Il n'y a plus de clivage aujourd'hui. C'est travailler avec, ensemble, tendre vers et aller vers. Merci Aline Murin et merci également Anne-Marie Papy. On a déjà passé de 3 minutes le temps qui nous est imparti. Je vous propose de revenir pour reprendre, si vous avez d'autres sujets, et continuer également pour parler de cette évolution, cette émancipation de la femme qui, depuis 1968, depuis les années 70, est freinée par des forces des hommes soi-disant intelligents, des hommes soi-disant progressistes, mais malgré tout, on voit que l'homme laisse peu de place à la femme, et depuis, même surtout grâce au gouvernement de gauche, ce sont les lois, ce sont les textes qui ont fait que la femme a pris de la place. Merci à vous deux. Merci. On va marquer une pause, je vous retrouve juste après. Je voulais déjà présenter un peu comment, par quel principe les plantes médicinales pourraient être intéressantes dans le traitement ou dans la prévention de pathologies comme le diabète et l'obésité.
Et après, j'ai mis en avant le fait que la science contribue aussi à préserver nos traditions. Donc ça ne sert pas seulement à récupérer, faire des médicaments. On a aussi une partie qui sert vraiment à confirmer ce que nos ancêtres avaient dit, donc confirmer les propriétés qu'on connaît déjà sur les plantes médicinales, mais aussi avancer et contribuer et mettre notre pierre à l'édifice pour étayer les connaissances sur les plantes. À ce jour, avec ce que vous avez appris à l'université, dans vos cours, ce qu'on vous a enseigné, quel constat la jeune personne que vous êtes, la jeune personne de 24 ans que vous êtes, fait des plantes médicinales à La Réunion? Quel est votre regard? Mon regard là-dessus, c'est qu'on a quand même une partie de la population qui tient à garder ces traditions, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver, parce que dans notre pays, c'est en train de se perdre, et nous, on a quand même la chance d'être d'un côté assez moderne, d'avoir toujours une poursuite dans la recherche scientifique, mais de l'autre côté, on est quand même très ancré à nos traditions. Donc c'est ici à La Réunion, on est dans un bon contexte pour toujours garder le lien entre tradition et futur. Comment est-ce que vous vous soignez? Est-ce qu'on vous a éduqué à ces plantes? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? J'utilise assez régulièrement les plantes médicinales, mais c'est vrai que je reste quand même sur des grands classiques comme la yapana, bois d'arnette. Et après, j'utilise aussi les huiles essentielles qui sont beaucoup connues ici. Donc c'est pas forcément des plantes de La Réunion, mais on a quand même une forte culture d'utilisation d'huiles essentielles dans ma famille. La jeune que vous êtes, et surtout celle qui connaît aussi ces plantes, comment cette personne voit l'évolution des plantes médicinales à La Réunion? Je pense que c'est un secteur qui doit être préservé et qui doit continuer à être développé en fait. Il faut continuer à garder nos traditions et continuer aussi du côté scientifique à apporter des informations sur les plantes médicinales. Avec le regard que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui, un équilibre entre des médicaments chimiques, comme il y en a en pharmacie, et des plantes médicinales, comme il y en a à La Réunion, est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre, de se soigner avec l'un comme avec l'autre? Oui, je crois. Après, je ne suis pas preneuse de la personne qui va arrêter un traitement médical pour aller consommer une tisane, parce que ça relève quand même d'une prise de risque. Mais lorsque on a suffisamment de connaissances sur les médicaments et sur les plantes, je pense qu'on peut trouver un compromis, avoir une tisane et aussi un traitement médicamenteux. Il ne faut pas oublier que la tisane, c'est aussi le rituel de prendre la tisane, de la préparer. Ça participe aussi à notre bien-être. On se met dans un contexte un peu traditionnel, on refait des mouvements, des préparations qu'ont fait nos ancêtres auparavant, donc on est quand même dans une zone de confort. Donc ça apporte certainement dans la thérapie, je pense, d'être dans une zone de confort, c'est bien aussi. À votre âge, aujourd'hui, vous conseillez les gens autour de vous, votre famille, vos proches, vous leur conseillez de soigner comment? Avec des médicaments, avec des plantes? Comment vous essayez de trouver la bonne posture? En fait, comme je ne suis pas médecin, je ne vais jamais conseiller uniquement les tisanes. Il y a toujours, il faut quand même faire attention et il faut faire confiance aussi aux professionnels de la santé. Donc vraiment, mon discours, ce n'est ni de dénigrer les tisaneurs, ni de dénigrer la médecine, au contraire. Mais moi, je vois plutôt les tisanes comme quelque chose de complémentaire. Parce que à mon âge, je ne connais pas encore toutes les tisanes et tout le potentiel des plantes. Donc je ne vais pas préconiser une tisane alors qu'il y en a peut-être une centaine d'autres qui seraient meilleures. Non, vraiment, je n'interviens pas sur ce qui est médecine ou tisane. La personne a le choix de se soigner comme elle veut. Et après, je ne dirais pas à une personne d'arrêter un traitement pour prendre de la tisane. Comment l'individu peut faire le bon choix, justement, entre la tisane et les médicaments? Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais parfois, on a envie de faire avec un, pas avec l'autre. Et c'est peut-être ça, le problème. Là, je pense qu'il faut voir plus avec le médecin, justement. Et c'est dommage, mais il faudrait que les médecins soient sensibles à ça en fait. Parce que eux, ils auraient toutes les cartes en main, ils ont les connaissances sur tout ce qui est médicaments. Et ils pourraient, s'ils avaient des connaissances sur les plantes médicinales, mieux conseiller les patients. Moi, je ne suis pas encore tout à fait spécialisée dans les tisanes,
Donc j'aurais plus tendance à dire ah bah tiens on peut essayer telle tisane en premier. Mais s'il faut prendre un médicament, le médicament sera certainement prioritaire. Il a été étudié par des équipes 20 ans avant ma naissance, alors c'est sûr que les gens ils sont peut-être sûrs de ce qu'il y a et de l'efficacité des médicaments. Je ne vais pas me substituer à l'un ou à l'autre. Il faut vraiment que ce soit les deux ensemble.